faut que la gauche se rassemble pour qu'elle gagne et faire barrage à l'extrême droite. Alors là, voilà un lieu commun qui chauffe dans les médias et les réseaux sociaux. Pour que la gauche ait une chance d'être qualifiée au second tour de cette élection présidentielle de 2017, il faudrait que Yannick Jadot, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ne fassent qu'une seule candidature à la présidentielle. Bon, traduit en langage 5e République, ça veut dire qu'il y en a deux qui se retirent pour laisser un troisième être le candidat commun à Europe Écologie des Verts, au PS et à la France Insoumise. Bon. Et là, il se passe un truc étrange. Tout le monde, ou presque, fait comme si ça devait être Benoît Hamon qui soit le candidat commun. Comme si le seul candidat sérieux ne pouvait venir que du PS. Alors là, je manque de me pincer pour me réveiller d'un mauvais rêve, où j'ai très envie de pincer autour de moi pour que ce monde sorte d'une forme d'hypnose, quoi. Car franchement, bon, il est temps de réfléchir en pleine conscience. Alors, un premier point important tout d'abord. Ça n'est pas nous, la France Insoumise, qui refusons le rassemblement. Le Front de gauche, dans lequel pas mal d'entre nous se sont engagés en 2012, était déjà un rassemblement de plusieurs partis. Et la France Insoumise en est un plus ouvert encore, puisque toute personne peut s'y engager sans appartenir à un parti politique. Franchement, ça n'est pas à nous à qui il faut faire un procès en mauvaise tête qui ne veulent pas se rassembler. Simplement, il y a deux choses sur lesquelles nous ne voulons plus nous faire avoir. Nous ne voulons plus nous discréditer dans des compromis, et nous ne voulons plus être dominés comme nous ne voulons pas dominer nous-mêmes. Ça fait bientôt 20 ans que l'altermondialisme a mis en chantier la réflexion et les actions pour un intérêt général adapté au XXIe siècle, quand les partis politiques de gauche ronronnaient dans leur certitude du XXe siècle. L'année dernière, la jeunesse a investi le mouvement Nuit debout pour ouvrir les portes et les fenêtres d'une démocratie moisie. Et nous sommes beaucoup de cette jeunesse de Nuit debout et d'altermondialistes moins jeunes à nous retrouver dans la France Insoumise. Notre programme, l'Avenir en commun, est le fruit de ces contributions d'horizons divers, mais qui convergent vers un même monde possible, un même autre monde possible. Ce fruit du travail d'une année est une synthèse à partir du programme L'Humain d'abord de 2012, de 3000 contributions individuelles, de l'audition d'une quinzaine de personnalités reconnues dans leur domaine de compétences. Au prix de 3 €, ce programme est un succès en librairie avec 200 000 exemplaires vendus depuis sa sortie. Il est reconnu par les commentateurs comme le plus complet comparé à ceux des autres candidats. Et il faudrait que ce programme s'efface devant celui de Benoît Hamon parce qu'il a gagné la primaire. Je vous laisse soin de répondre. Bon, oui, nous trouvons des convergences entre l'Avenir en commun et les propositions de Benoît Hamon. Mais il y a sur l'Europe, pour ne prendre que cet exemple, une divergence de taille sur laquelle nous ne pouvons pas céder. Dans un projet politique global, il y a des éléments qui sont plus importants que d'autres parce qu'ils sont comme une clé de voûte. Si on les retire, c'est tout le programme qui devient inapplicable. C'est le cas de la renégociation des traités européens. Parce qu'en l'état, ceux-ci bloquent toute redistribution des richesses en faveur des salaires, en faveur des services publics ou en faveur des investissements dans la transition écologique. Donc pour débloquer la situation, l'Avenir en commun prévoit une démarche claire en 2 temps. D'abord un plan A, qui consiste à négocier un nouveau traité avec les membres actuels de l'Union européenne, et ensuite un plan B, de sortie unilatérale de l'Union européenne si cette négociation échoue. On comprend facilement que la sortie unilatérale du plan B, en fait, c'est un moyen de faire pression pour faire avancer les négociations du plan A dans le sens que nous souhaitons. Plan A et plan B sont indissociables. Et le plan B n'est pas la fin de l'Europe, mais le début d'une autre. Dans ce domaine, Benoît Hamon propose de renégocier les traités sans remettre en cause l'Union européenne. Autrement dit, il propose ce qui échoue depuis tant d'années face à l'intransigeance des conservateurs européens au service des intérêts financiers.
Benoît Hamon se met dans la même position que le Premier ministre grec, Alexis Tsipras. Négocier sans avoir prévu la porte de sortie, donc c'est assuré d'échouer. Nous ne pouvons pas aller dans cette galère-là, clairement. Bon. Ensuite, posons-nous la question de qui Benoît Hamon est le candidat. Des 1 100 000 électrices et électeurs qui ont voté pour lui à la primaire? Non, non, non. Ça, c'était juste le soir du second tour de la primaire. Depuis, il est vite redevenu le candidat du PS. Puisqu'il se présente avec des propositions frondeuses, en rupture avec la politique menée par son propre parti au gouvernement, était-il obligé de donner des gages à Bernard Cazeneuve, Premier ministre de ce même gouvernement, et à François Hollande, le président champion du double langage, en leur rendant visite dès le lendemain de sa victoire à la primaire? Et puis, avec quel député compte-t-il appliquer sa politique dans la prochaine Assemblée nationale, quand une majorité des députés qui ont voté durant 5 ans l'inverse de ses propositions se retrouvent candidats aux législatives? Une élection primaire, ça ne fait pas un congrès du PS. Et jusqu'à nouvel ordre, c'est la ligne sociale-libérale de Hollande et Valls qui reste majoritaire parmi les candidats du PS aux législatives. Et quoi qu'il fasse, Benoît Hamon sera obligé de composer avec cette ligne. Ça fait beaucoup de contradictions et d'incertitudes pour un homme qui prétend être le candidat de la rupture. De deux choses l'une. Soit Benoît Hamon veut sincèrement rompre avec le social-libéralisme, et alors il ne peut que rompre avec un parti qui l'oblige à dénaturer ses convictions. Soit il reste le candidat du PS, et on ne peut que douter de sa sincérité, tant les contradictions et les doutes sont énormes. Et puis je pose la dernière question. Benoît Hamon peut-il racheter à lui seul 30 ans de renoncement et de tromperie du PS? Qu'est-ce qui justifie que ce parti occupe encore et toujours une position hégémonique à gauche? La réponse est nette. Benoît Hamon arrive trop tard. Et aucune règle n'accorde à un quelconque parti le droit éternel d'imposer ses candidats. Par ces trahisons, le Parti socialiste est devenu illégitime et inutile. Il doit céder sa place à d'autres. Et ça devient franchement indécent qu'on nous resserre encore et toujours le danger du Front National pour nous culpabiliser de ne pas nous unir avec le PS. Ce sont quand même les trahisons de ce parti qui ont poussé tant de nos concitoyens dans l'abstention et le vote Front National. Quand je fais ce constat définitif, que certains d'entre vous peuvent trouver brutal, eh bien je ne crache pas dans la soupe et je ne blâme pas celles et ceux qui ont voté pour le PS. J'avais 22 ans en 1981. Cette année-là, j'ai mis mon premier bulletin de vote dans l'urne. Et en plus, j'ai mis avec tout l'espoir de ma jeunesse en un bel avenir. 2 ans après, j'ai déchanté. En 1988, j'ai voté pour Pierre Juquin et je me suis abstenu au deuxième tour qui opposait François Mitterrand à Jacques Chirac. Ça ne m'a pas empêché de revoter quelques fois pour le PS pour la suite, comme Lionel Jospin en 1995 et à des élections locales. Mais ce vote a toujours été par défaut plus que par conviction. La dernière fois, ce fut en 2012. Depuis, je ne vote que par conviction, donc je ne vote plus jamais pour le PS. Et je vous invite à faire de même. Vous verrez, ça fait du bien, et au bout du compte, ce sont nos convictions qui gagneront. 3e vidéo terminée, c'est comme avant, le petit pouce en haut, les réseaux sociaux, et puis abonnez-vous sur la chaîne YouTube TV52. À bientôt.